Coucou ma puce. Regardez-moi cette bébé chat. Bérénice est arrivée au monde il y a tout juste 12 semaines. La petite fille savoure chaque instant passé avec ses parents. Mais aujourd'hui, sa maman va devoir retourner au travail. Comme 2 millions de petits Européens, soit 40% des bébés du continent, Bérénice sera gardée en dehors du foyer familial. Pour prendre soin de ce qu'ils ont de plus cher au monde, ses parents n'ont pas trouvé de place dans une crèche publique. Ce sera donc une crèche privée. Rien d'étonnant. En France, depuis 25 ans, de grands groupes privés s'imposent dans le secteur de la petite enfance. Aujourd'hui, 80% des nouvelles places en crèche sont gérées par ces entreprises. Trop de crèches d'un coup, trop d'équipes qui arrivent en même temps, trop de monde à former en même temps. Ça va trop vite en termes d'expansion. On voit arriver d'autres fonds d'investissement qui prennent le lead avec une pression de rentabilité financière. Une expansion qui s'étend au-delà des frontières. Ces mêmes sociétés ont récemment fait de l'Allemagne leur nouveau terrain de jeu. Avant, la place coûtait 200 €. Maintenant, elles sont entre 1000 et 1200 €. Comment allons-nous payer? Le modèle économique de ces groupes privés a été imaginé au Royaume-Uni. En Grande-Bretagne, le gouvernement subventionne ce secteur à hauteur de milliards de livres. Plus de 10 milliards par an ces dernières années. Les citoyens ont le droit de comprendre où va tout cet argent. Enquête sur les coulisses d'un business biberonné à l'argent public, où les profits de quelques-uns se font au détriment des enfants ou des employés, avec des salariés sous pression et des familles inquiètes de la multiplication des affaires de maltraitance. C'est le lieu où les enfants sont censés être en sécurité. La crèche, d'où les mois après la mise en examen à Lyon d'une employée d'une crèche de la ville, mise en examen pour homicide volontaire. C'est là qu'une fillette de 11 mois a été tuée la semaine dernière. L'une des employées de cette structure a avoué qu'excédée par les pleurs de l'enfant, elle l'avait aspergé puis lui avait fait ingérer un produit caustique. La mise en cause a été déférée par le parquet de Lyon aujourd'hui. Le 22 juin 2022, le décès de la petite Lisa à Lyon provoque une onde de choc dans toute la France. La crèche appartient à un groupe privé, People and Baby, l'un des leaders du marché. Tout le monde était en deuil, hein. On était tous choqués. Il y en a beaucoup qui sont partis. Moi, je suis restée aussi pour me dire je vais accompagner les équipes. La mort de ce bébé libère la parole des salariés de tout un secteur. J'ai dû gérer des professionnels qui ne vérifiaient pas la température des biberons, qui donnaient des biberons brûlants à des enfants, à des nourrissons. Donc il y avait l'œsophage brûlé. Des gens qui ouvraient les portes sans faire attention et qui arrachaient les ongles des enfants. À quel moment je dois m'inquiéter qu'il y a 7, 8%, 3% d'enfants qui sont maltraités en crèche? À quel moment? Moi, je suis psychologue. Mon but est de protéger les enfants. À quel moment on s'inquiète? J'ai eu des professionnels qui, j'ai une situation qui me revient, qui mettaient une enfant sur une table et qui la poussaient pour lui montrer ce que ça faisait de tomber, qui maintenaient la tête d'un enfant au sol et qui lui hurlaient dessus pour le terrifier, qui les punissaient, qui les mettaient au coin et les enfermaient dans une pièce pour les faire réfléchir. Voilà, plein de choses comme ça. Autant d'incidents qui, à force de répétition, laissent penser non pas à des faits isolés, mais à des défaillances systémiques. Un système dont les premières victimes sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, les familles prennent conscience de ces dérives et les dénoncent.
À Vitrolles, dans le sud de la France, ses parents font partie des premiers à s'être organisés en collectif. C'est l'histoire de parents qui ont fait confiance à des personnes qui leur ont promis, qui ont présenté un projet d'accueil pour leurs enfants où on avait l'impression de mettre nos enfants dans un endroit sécurisé, sécurisant. Tout était parfait sur le papier. Et très très vite, ma fille, je trouvais qu'elle avait un comportement pas normal. Vraiment, elle se mettait à hurler. Et en fait, la seule chose qui faisait passer ces hurlements, et c'était tous les soirs la même chose, c'était qu'il fallait que je lui donne à manger un morceau de pain, n'importe quoi. Allez, c'est pas mon nom. Allez, le bouquet. Allez, le bouquet. Oh là là, regardez tout ce qu'il y a. Quoi manger? Est-ce que tu veux un petit truc à manger, mon chat? Si ça se mange, ça m'intéresse. Ah, ça se mange, ça se mange. En janvier 2023, dans cet établissement, propriété du groupe Les Petits Chaperons Rouges, une maman sonne l'alerte dans une conversation WhatsApp. Bonjour à tous, je suis la maman d'Éline et quand je récupère ma fille le soir, sans exagérer, elle meurt de faim. Idem, il dévore le soir. Vu ce qu'il mange le soir, je me demande comment il fait pour ne pas être plus gros. Il y a un problème réel avec les repas, c'est pas normal. Mon mari a parlé à la directrice ce matin, il l'a trouvée mal à l'aise sur le sujet. L'une des mamans, Nesrine, décide de passer à l'improviste dans l'établissement. Dans l'îlot de ma fille, ils étaient 8. Il y avait le chariot, en fait, et il y avait des étiquettes. Et sur ces barquettes, où il y avait les repas, je lis 5P. Et en fait, quelques jours plus tard, je vais voir la directrice et je lui en parle. Je lui dis que j'ai vu ces 5P, que je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, 5 portions 5... Et là, elle me dit que oui, 5P, ça veut dire 5 portions. Et donc, je lui dis, mais ils étaient 8, les enfants. Non, non, vous avez du mal voir. Je sais ce que j'ai vu aux dernières nouvelles. Nesrine comprend ce jour-là que si sa fille est affamée, c'est parce qu'on ne lui a donné qu'une moitié de repas à l'heure du déjeuner. Les parents, inquiets, vont donc harceler la direction de l'entreprise, qui va finir par reconnaître par écrit l'existence de ces pratiques. Un courrier qui montre que cette crèche a bien mis en place une stratégie délibérée pour faire des économies sur la nourriture. En suite de notre réunion du 16 mars 2023, nous vous réitérons nos excuses à la suite des dysfonctionnements rencontrés sur la crèche. Il y a eu 23 jours avec des commandes inférieures, dont 12 jours avec entre 1 et 2 repas non commandés, 9 jours entre 3 et 5 repas non commandés, 1 jour avec 8 repas non commandés. Et en fait, c'est aberrant parce qu'on se dit, donc ils ont enquêté sur cette période-là, ok ? C'est ce qu'on demandait, un bon de commande, une feuille de présence. Donc là, ils nous apportent clairement noir sur blanc la vérité, quoi. Sauf que depuis quand ça dure ? On a un sentiment de culpabilité, psychologiquement, enfin moi j'en ai perdu le sommeil. J'ai dû me mettre en arrêt maladie pour pouvoir garder mon enfant parce que pour moi, il y a des jours que je ne pouvais pas le laisser. C'est notre faute, on l'a laissé dans une structure pour qu'il soit gardé, pour qu'il se développe, le temps qu'on puisse aller travailler. Et puis au final, on ne les a pas protégés, comme dit Lisa. Dans la foulée de ces révélations, le collectif a porté plainte contre les Petits Chaperons Rouges pour violence sur mineurs. La procédure suit son cours. L'histoire des parents de Vitrolles n'est pas un cas isolé. Quelques semaines après cette rencontre, une ancienne salariée d'une autre crèche du groupe des Petits Chaperons Rouges nous a fait parvenir ses photos de repas. Une mini cuillerée de purée et une tomate cerise coupée en 4, soit à peine la moitié de ce qu'ils auraient normalement dû manger pour le déjeuner. Jusqu'au début des années 2000, la garde des enfants en France et dans plusieurs pays d'Europe est le monopole de l'État et de quelques associations. Mais plusieurs décisions de l'Union européenne vont changer la donne et ouvrir le secteur de la petite enfance aux entreprises privées. Officiellement, c'est pour la bonne cause.
Les États membres devraient éliminer les freins à la participation des femmes au marché du travail et s'efforcer de mettre en place d'ici 2010 des structures d'accueil. Des hommes d'affaires se proposent alors de créer en urgence de nombreuses places de crèche, à un tarif plus compétitif pour les collectivités locales. Une belle promesse qui plaît au gouvernement de l'époque. En 2004, le secteur des crèches est ouvert à la concurrence en France. Il y a toute une ambiance sur la baisse des dépenses publiques, le fait de mettre les dépenses publiques au régime. On se dit qu'en fin de compte, on va pouvoir faire moins cher ce que les collectivités font aujourd'hui pour un prix élevé. Tout ça arrive dans une vague ultra-libérale où il faut réduire tous les services publics, mettre tout en concurrence, toutes les activités. Ça vaut pour le téléphone, ça vaut pour les réseaux, ça vaut pour le chemin de fer, ça vaut pour tout, la mise en concurrence. C'est la fête de la mise en concurrence, ces années 2000. À l'époque, 4 nouvelles entreprises émergent sur le territoire et commencent à se partager le marché. Leurs fondateurs font au même moment leur apparition dans les journaux télévisés. Et c'est surtout une structure qui va permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. On ne peut pas prétendre être rentable et gagner de l'argent avant d'en avoir une bonne grosse dizaine. Ce sont d'anciens banquiers d'affaires, des dirigeants d'agences de com ou d'entreprises informatiques. Si vous n'étiez pas là, on serait mal. Les bébés seraient vraiment à la rue. Oui, les entreprises de crèche et la Maison Bleue sont là pour en fait compléter l'effort des municipalités. Nous pouvons ouvrir des crèches très rapidement, nous pouvons les financer sans que cela coûte rien aux villes. Ces chefs d'entreprise n'ont jamais travaillé auparavant dans le secteur de la petite enfance. Mais ils s'affichent comme des sauveurs auprès du grand public, désespérément en quête de place en crèche. En confiant leurs enfants à Babylou, les familles nous donnent donc un rôle essentiel. Des enfants heureux, des parents sereins, des salariés motivés. Les petits chaperons rouges. Un marketing tout droit sorti d'un conte pour enfants qui vise surtout à convaincre les décideurs politiques. Eux, ils arrivent avec des trucs tout neufs, avec des jolis meubles, des couleurs, etc. Donc, c'est séduisant. Voilà, ça a de la séduction. Ils ont l'apparence de la qualité. Voilà, il y a une apparence de qualité qui est volontairement mise en avant pour séduire le décideur public. Les patrons de crèches privées débauchent les meilleurs spécialistes de la petite enfance partout en France. Séduite par la promesse de Babylou, Valérie Doré déménage à Paris pour intégrer la direction pédagogique du groupe. Son bureau est à 2 pas de celui des frères Karl, les 2 fondateurs. Ça a démarré comme une start-up où Édouard et Rodolphe, ils avaient presque le même âge, puis ils n'avaient même pas 30 ans quand ils ont créé leur entreprise, le même âge que les salariés. Il y avait un esprit qui n'était pas du tout du gros groupe. Il y avait des échanges, elles avaient une capacité financière, un allègement des procédures internes, plus administratives, avec une capacité de création, une capacité d'innovation, de changer les codes, d'employer des personnes rapidement, etc. À la même époque, Alexandra Lamiot était recrutée par le groupe People and Baby. Elle a passé 15 ans dans l'entreprise. Arrivée au même moment que son amie Marie de France, elles ont toutes les 2 intégré la direction pédagogique du groupe. Leur mission, veiller au bien-être des enfants. Elles se souviennent de l'énergie et de l'enthousiasme des débuts. Et là, j'ai découvert un autre monde. Un autre monde dans le sens où j'ai découvert qu'effectivement, il y avait de l'argent, contrairement à l'associatif. Donc ça veut dire qu'on pouvait aussi utiliser cet argent pour acheter du matériel. Et là, moi, je me suis dit, waouh, en fait, dingue, on peut vraiment acheter du matériel. La pédagogie, elle a eu une vraie place.
parce que on m'a toujours donné les moyens de faire mon travail. Quand je dis les moyens, de créer des postes, de créer un pôle, d'avoir des outils, de former les directrices, de former leurs équipes, de faire des vidéos explicatives, de faire des plaquettes. Voilà, je suis consciente que tout ça, ça a un coût. Ils ont un projet et ça se met en place rapidement. Donc là, ça veut dire qu'on pouvait monter une crèche en 4 mois à 6 mois. L'engouement initial débouche sur un développement à marche forcée. Ça a augmenté d'un coup très vite parce qu'on avait, je crois que rien qu'en Ile-de-France, on avait 30 crèches à l'année qui ouvraient. Donc au niveau national, oui, ça s'est étendu très très vite. On est passé du simple au double. Je pense qu'il y en a autour de 200 crèches en 2013 et toute fin 2022, il y en a 450. Le BFM Award de l'entrepreneur de l'année est attribué à Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, président et cofondateur du groupe Grandir. En 2021, c'est la consécration pour l'un de ses capitaines d'industrie. Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, le fondateur des Petits Chaperons Rouges, est nommé patron de l'année. Parti de zéro il y a 25 ans, les entreprises de crèches privées accueillent aujourd'hui en France plus de 80 000 enfants. Cela peut paraître encore assez peu, comparé aux 900 000 gamins gardés par leurs parents, aux 560 000 autres qui sont déposés chez une assistante maternelle, ou encore aux 430 000 petits qui fréquentent une crèche publique ou associative. Mais ce qui compte, c'est la tendance. Depuis 2019, la part du privé lucratif a augmenté de 30%. De nos jours, sur 10 nouvelles places de crèches ouvertes, 8 le sont par des sociétés à but lucratif. Le secteur privé a clairement le vent en poupe et s'approprie l'avenir. Le chiffre d'affaires du secteur avoisine près de 2 milliards d'euros en 2023. Et lorsque la France ne suffit plus à satisfaire l'appétit de ses dynamiques entrepreneurs, il regarde alors au-delà des frontières. Et on prépare maintenant une entrée sur d'autres marchés, sur d'autres continents. Et on voulait... c'est l'Amérique du Nord, Pas seulement, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud, on regarde beaucoup de destinations. Vous n'allez pas tout faire en même temps, Rodolphe? Si, vous allez tout faire en même temps là. Non, mais le temps passe vite, donc vous savez que si on se met au travail maintenant, sur 3 ans, on peut faire beaucoup de choses. En Europe, un pays attire tout particulièrement l'attention des groupes français. L'Allemagne devient la première cible de Babylou et des Petits Chaperons Rouges. Dans le pays, tout est à construire. Au début des années 2000, le taux d'accueil des moins de 3 ans est l'un des plus faibles d'Europe. Seul un bébé sur 10 dispose d'une place d'accueil. La grande majorité des crèches se trouve à l'est du pays, dans les anciens Länder de l'Allemagne communiste. Selon le plan quinquennal, le meilleur moyen de préparer l'enfant à la société socialiste est le jeu. Pendant 40 ans, les femmes y étaient même incitées à déposer leurs enfants toute la semaine, sans les récupérer le soir, afin de se consacrer entièrement à leur travail. Un modèle radical, inimaginable de l'autre côté du rideau de fer, en Allemagne de l'Ouest. En RFA, ce sont les mères au foyer qui sont censées s'occuper des enfants. Et celles qui reprennent trop vite le travail après la naissance du bébé sont stigmatisées. On les appelle les Rabenmütter, les mamans corbeaux. Autrement dit, de mauvaises mères. Il faut attendre l'orée des années 2000 pour que l'État allemand encourage enfin les modes de garde collectifs. En 1998, après 16 ans de gouvernement conservateur, une coalition rouge-verte est arrivée aux commandes. Elle a fait avancer la modernisation de la politique familiale allemande, ce qui était très attendu. Pendant très longtemps, nous avons eu une image très traditionnelle de la famille. La femme à la maison, l'homme seul à travailler. Christina Geiger et Birgit Riedel sont chercheuses à l'Institut de la jeunesse de Munich. Elles ont enquêté sur la naissance du secteur de la petite enfance dans le pays. À partir de 2005, le marché s'ouvre peu à peu au privé lucratif.
À cette époque, il y avait déjà des lenders qui autorisaient les organismes à but lucratif à bénéficier de subventions publiques. Et d'autres régions ont suivi progressivement. Cela a certainement été une incitation à ouvrir des crèches, car les coûts d'investissement étaient tout simplement subventionnés. Depuis 2008, 750 000 places ont ainsi été créées pour les enfants de moins de 6 ans. En 20 ans, l'État fédéral a investi à lui seul plus de 5 milliards d'euros pour s'occuper des quelques 4,5 millions d'enfants de moins de 7 ans que compte le pays. Sur le terrain, de nouveaux acteurs apparaissent dans l'univers de la petite enfance. Daniel Wolf travaille pour le fonds d'investissement allemand AIF Capital. Depuis 2018, son entreprise investit dans les crèches en collaboration avec les communes, le tout pour le compte d'assurance et de fonds de pension. Un secteur rentable qui complète ses autres placements dans les parkings ou les centres commerciaux. C'est un secteur très intéressant, car dans de très nombreuses villes d'Allemagne, il y a une très forte demande de places. Nous avons déjà constaté ces dernières années que dans de nombreux endroits, les villes ne sont pas parvenues à couvrir la demande. Tout cela est gérable, mais nous ne verrons pas d'amélioration à court ou moyen terme si des capitaux privés ne sont pas injectés sur ce marché. La valeur du portefeuille d'AIF Capital est aujourd'hui estimée à plus de 100 millions d'euros. De quoi faire rêver les investisseurs étrangers. Au début, il y a eu un peu une ambiance de chercheur d'or. Il était clair qu'il fallait vraiment se développer à toute vitesse. Il y a eu ces programmes d'investissement et différents groupes, y compris internationaux, se sont intéressés à l'Allemagne. C'est ainsi qu'au même moment, Babylou devient le premier opérateur privé lucratif du pays avec 128 crèches. Pour s'implanter rapidement, le géant français opère une nouvelle stratégie commerciale. Il absorbe de petits groupes de crèches privées, mais surtout, il impose ses conditions aux municipalités et aux employés. Comme ici à Pulheim, en banlieue de Cologne. Thorsten Reckewitz fait partie de la commission Petite Enfance de la commune. À l'automne 2022, il découvre que le français Babylou vient d'y reprendre la gestion de cette crèche de 70 berceaux. Au départ plutôt enthousiaste, la commune va vite déchanter. Des éducatrices se sont rapprochées de la municipalité et nous ont dit « Hé, nous avons été rachetés et vous savez quoi? On nous a supprimé la prime de Noël. » Quand une entreprise va jusqu'à réduire ou supprimer la prime de Noël dans un secteur où les éducateurs gagnent déjà très peu, alors oui, c'est sûr que ça ne donne pas envie de travailler. La prime de Noël, c'est l'équivalent d'un 13e mois qui part en fumée. Les employés constatent aussi l'absence d'investissement ou de projets pédagogiques. 6 mois après la reprise de la crèche par Babylou, dépitée, toute l'équipe décide de démissionner. L'établissement, lui, a fermé ses portes. 64 familles se sont retrouvées sans solution. Par mail, la direction de Babylou nous a expliqué avoir effectué une harmonisation des conditions de rémunération. Elle assure également avoir contacté la ville de Pulheim pour trouver et proposer des places dans d'autres structures pour les enfants concernés. Une version démentie par les autorités locales. Babylou n'a eu aucune volonté d'améliorer les choses. Au final, entre la ville et Babylou, c'est une relation d'affaires. Et ça ne peut pas fonctionner si on a l'impression de se faire mener en bateau. À Paris, lorsqu'il s'agit d'évoquer les dessous de leur stratégie commerciale, les patrons français de ces entreprises de crèches privées se montrent bien peu bavards. À l'abri des façades anonymes de leurs sièges sociaux,
les dirigeants des grands groupes ont tous refusé de répondre devant nos caméras. Dans le secteur de la petite enfance, les recettes de ces entreprises intriguent bon nombre de professionnels. À Paris, dans le 20e arrondissement, la crèche dite des Passerelles nous a ouvert ses portes. C'est une institution associative. Fondée en 1920, elle ne fait pas de profit. Je revois papa. Tu dis au revoir maman ou pas? Au revoir. Ce soir. Ah, c'est ça. Un garçon. Un bijou. Un bijou, quand même. Moi, toi. Moi. Amuse-toi bien à la crèche. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Ils sont tous là, regarde. Il était déjà beau, tout le monde n'était pas là, tout le monde est présent. Tu as vu? Tous les copains sont arrivés. Tous les copains sont arrivés. Avant, tu peux éviter de tirer les cheveux d'André, elle n'est pas d'accord. Ma belle. Bah ouais. Ça va? T'es bien là? T'es tranquille? Malgré son succès depuis près d'un siècle, chaque année, cette crèche atteint tout juste l'équilibre financier. Alors quand les équipes ont vu arriver des hommes d'affaires dans le secteur des crèches, elles n'ont pas compris leur soudaine passion pour cette activité. Comment c'est possible qu'ils arrivent à gagner de l'argent sur ce secteur-là? Je ne comprends pas. On a des besoins qui vont être importants parce que voilà, les couches, un enfant, on va le changer entre 2 et 5 fois par jour. Quand on voit le coût de la couche, c'est déjà important. Quand on voit la nourriture, de pouvoir se dire, voilà, si on veut offrir un repas en quantité à l'enfant, je préfère qu'on jette un petit peu en fin de repas. Alors attention, il ne faut pas non plus jeter à des gamelles entières. On ne peut pas faire des économies, en tout cas sur ce domaine-là, si on veut offrir à l'enfant un accueil qualitatif et avec justement et répondre à ses besoins. Ce n'est pas possible. Et je sais très bien que si d'autres arrivent à faire avec un coût de fonctionnement inférieur et à gagner de l'argent, à dégager des bénéfices, ça ne peut être qu'au détriment des conditions de travail du personnel et de la qualité du service. En coulisses, un homme va être le témoin privilégié de ces dérives dans l'univers de la petite enfance. Frédéric Groux y intervient depuis 20 ans comme psychologue. À force d'entendre des témoignages d'employés de crèches privées, il a décidé de les compiler et de les faire connaître. Des filles qui ne voulaient pas s'occuper d'enfants car elles ne les aimaient pas. Favoritisme plus. Des enfants mis dans les dortoirs parce qu'ils pleuraient et qu'elles en avaient marre. Une fille qui dit à un bébé de 8 mois de fermer sa gueule en lui forçant la tétine dans la bouche. J'en ai plein comme ça. Donc généralement, les gens me contactent pour témoigner, soit parce qu'ils ont vu mes articles sur les violences en crèche, soit ils ont vu que je participais à des reportages. Et des témoignages comme ça, vous en avez combien ? Là, je dois être à plus de 600. De toute la France, de tous les diplômes, de parents, de professionnels, d'anciens professionnels, ça vient de partout. Là, on n'est pas sur quelque chose d'unique. On est sur quelque chose qui est structurel en France, dans le monde de la petite enfance. Ça va trop vite en termes d'expansion. Trop de crèches d'un coup, trop d'équipes qui arrivent en même temps, trop de monde à former en même temps. Oui, la machine est en surchauffe parce qu'on ouvre de plus en plus de crèches. Il y a eu un rythme de 15 à 20 crèches d'ouverture par an. Il faut mettre des professionnels en face. Donc le temps du recrutement, et puis pas n'importe quel professionnel, des professionnels expérimentés. On n'ouvre pas une crèche quand on a 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Ça est fragile, c'est rendre fragile le système. Et une de mes collègues disait de toute façon, une crèche mal ouverte, c'est une crèche qui cafouille derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, ça prend le dessus. Le nombre de crèches, la croissance, cette espèce d'environnement concurrentiel, tout ce qui se passe, ça prend le dessus sur le reste.
Malgré les alertes, cette frénésie de croissance ne retombe pas. Elle va même s'accélérer avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Comme en Allemagne, des fonds d'investissement s'attaquent au marché de la petite enfance. Il y a des actionnaires majoritaires qui prennent de la place jusqu'en... ça s'est fait en mars 2020, en même temps que le Covid, où Édouard et Rodolphe ne sont plus majoritaires dans les décisions de l'entreprise, où on voit arriver d'autres fonds d'investissement qui prennent le lead, avec une pression de rentabilité financière. Ces nouveaux actionnaires, ce sont les dirigeants du fonds d'investissement Antin Infrastructure. En septembre 2020, à côté de leurs achats dans les panneaux solaires et les terminaux pétroliers, le fonds d'investissement va engager près d'1 milliard d'euros dans le groupe Babylou. D'autres fonds d'investissement engagent des sommes similaires chez les autres leaders du secteur, toujours avec l'espoir d'une plus-value rapide. La prise de contrôle de la petite enfance par la haute finance. Une marchandisation dénoncée inlassablement depuis 20 ans par cet universitaire belge, l'un des meilleurs spécialistes européens de l'éducation des plus petits. Il y a des actionnaires qui investissent leur argent dans les crèches en attendant un retour sur bénéfice. Un retour qui est parfois promis comme de 10%. Donc il n'y a aucune banque qui vous payera ça, 10% d'intérêt. Mais pour créer ce retour sur bénéfice, ça veut dire qu'il faut enlever de l'argent de la crèche. Il faut que plus d'argent rentre qu'il ne sorte. En tout cas, cela veut dans tous les cas dire qu'une certaine partie de l'argent qui est destinée à la crèche et à sa qualité et aux conditions de travail ne sera pas utilisée à ses fins. Parce qu'autrement, il n'y a pas de retour aux actionnaires. Mais une crèche peut-elle être une entreprise comme les autres ? Peut-on rentabiliser le temps passé par une professionnelle auprès des enfants ? Peut-on se permettre de supprimer du personnel ? Officiellement, la loi française stipule qu'il faut un encadrant pour surveiller 5 bébés. Ce taux d'encadrement varie d'un pays à l'autre en Europe. Il est de 1 pour 4 en moyenne en Allemagne, de 1 pour 8 en Espagne. C'est bon, t'as gagné, tiens. Attention. Voilà. Faites de la musique. On va éviter de me taper. Mais ces chiffres ont-ils vraiment du sens, notamment à l'heure du repas, quand soudainement, tous ces enfants demandent à manger en même temps ? Regardez, il va y avoir le repas, le loup. Ok, merci. J'ai appelé la directrice pour qu'elle vienne un petit peu dans la section aider là, parce que ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. On mange la purée, ma belle ? Asseyez-vous peut-être, je pense. Ce jour-là, elles seront finalement 6 l'espace de quelques minutes pour calmer et nourrir 9 bébés. Le plus gros sujet qu'on ait à traiter, justement, c'est, je dirais, c'est vraiment au niveau du taux d'encadrement qu'on doit respecter. Et si ce n'est pas possible de le respecter, on est dans l'obligation de soit restreindre les horaires d'ouverture de la crèche, soit fermer une section pour la journée. Ce qui engendre beaucoup de difficultés pour les familles qui souhaitent partir travailler. Tu n'es pas tout seul, là. T'inquiète pas. Tu n'es pas tout seul, regarde. Tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, oui. Mais c'est rien. Tu vas manger. Macha, descends du transat, s'il te plaît. C'est peut-être à cet instant que l'on prend la véritable mesure de ce métier.
Les salaires représentent 80 voire 90% du coût d'une crèche. Donc ça veut dire que si on veut créer un bénéfice, c'est sur les salaires. Donc les salaires, on peut les diminuer de plusieurs manières, en mettant plus d'enfants par adulte, en diminuant les qualifications, etc. Et je crois qu'on peut très bien résumer ça en une phrase. On ne peut pas bien prendre en soin les enfants si on ne prend pas bien en soin des gens qui s'occupent des enfants. Que se passe-t-il exactement quand une entreprise de crèche ne prend plus soin de ses salariés? Pour le comprendre, nous avons obtenu le récit d'une éducatrice dans la région bordelaise. Un témoignage anonyme, car elle travaille toujours dans le secteur de la petite enfance. Nous l'appellerons Solène. Elle a récemment donné naissance à son 2e enfant. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée à briser la loi du silence. J'ai travaillé pour les Petits Chaperons Rouges pendant 2 ans et demi. J'ai accepté de témoigner aujourd'hui parce que je pense que se joue un gros business autour de la petite enfance. On ment trop aux parents, aux autres professionnels, aux futurs professionnels. Solène a vécu de l'intérieur les économies forcées, et notamment les mensonges sur le nombre de personnels qui s'occupaient réellement des enfants. Moi, je me suis retrouvée toute seule avec 21 bébés. Donc en fait, dans ces moments-là, on met les bébés en sécurité dans leur berceau et puis on croise les doigts pour que la professionnelle qui revienne de pause fasse vite. On est stressé, on croise les doigts pour que rien ne se passe, qu'il n'y ait pas 3 enfants qui aient eu besoin d'être changés au niveau de la couche à ce moment-là, qu'il n'y ait pas 2 enfants qui aient très faim en même temps, parce qu'on a que 2 bras. Ou qu'il se passe quelque chose même plus ou moins grave en fait. Et on est en mode survie, on est partout et nulle part à la fois. Les équipes vont être en sous-effectif, mais en même temps, on va augmenter le nombre d'enfants. Donc les enfants n'ont plus de contact des fois pendant plusieurs minutes, plusieurs heures avec des professionnels. Vous avez des lieux où il y a des pénuries alimentaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner assez à manger. Il y a des lieux où il manque tellement de personnel qu'on ne va pas leur donner à boire de la journée parce qu'on n'y pense pas. Vous allez avoir des lieux où les enfants vont tellement être nombreux dans la section qu'il va avoir des morsures, des griffures, donc un stress pour l'enfant au quotidien. Dans le milieu des crèches, ces défaillances sont devenues tellement banales qu'elles ont même un nom. On les appelle les violences ordinaires ou les douces violences. On accepte, on accepte, on accepte. On serre les dents, on ferme les yeux et puis à la fin, soit on fait un burn-out, soit on démissionne. Moi, j'ai démissionné. Et je suis bien mieux maintenant. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des professionnels qui ont vécu dans des violences institutionnelles pendant des mois et des mois, souvent après une grossesse ou un arrêt maladie, reviennent et ne supportent plus la violence. Ils ont été sevrés de cette violence chronique. Et ils reviennent et ils ne la supportent plus. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'ils vont prendre le temps de témoigner. Parce qu'ils vont se dire, ce n'est plus possible, je ne peux pas subir ça et que les enfants le subissent aussi. Mais il faut un temps. Quand vous êtes tout le temps dans un monde violent, vous pensez que c'est la normalité. Ce système de sous-effectifs aurait été organisé au plus haut niveau dans des entreprises de crèches privées. C'est en tout cas la conviction de cette ancienne cadre de direction que nous appellerons Marlène. Elle dévoile aujourd'hui des documents exclusifs provenant du groupe La Maison Bleue, 3e plus grande entreprise de crèches privées en France. Ces documents démontrent qu'à de nombreuses reprises, la Maison Bleue n'a pas respecté le taux d'encadrement légal au détriment de la sécurité des enfants. C'est clairement écrit, essayer de perdre le moins d'argent possible, remplacement à faire tarder, 2 postes en cours de recrutement à faire traîner. Je ne l'invente pas, c'est inscrit là, voilà, sur une feuille de réunion de gestion.
Et je me rends compte qu'il y a un espèce de système. Je vais même plus loin, c'est-à-dire que je me demande, est-ce qu'on n'organise pas finalement, quelque part, cette absence de personnel, et est-ce que finalement ça ne nous arrange pas? Parce que je vois qu'on me refuse des recrutements, alors que déjà, on est en pénurie de professionnels. Et je me souviens très bien que l'indicateur en fait, le plus probant, on va dire, c'était les économies de masse salariale, qui devaient être comprises entre 3 et 5%. Voilà. Si les économies de masse salariale étaient à ce niveau-là, la directrice avait une forte prime. Tu pouvais aller jusqu'à combien? Je crois 4 000 à 5 000 euros, il me semble, par an. Sollicitée, la Maison Bleue nous a répondu par mail et réfute toutes allégations d'organiser volontairement des sous-effectifs chroniques. Le groupe affirme avoir répondu aux besoins du secteur en respectant toujours la réglementation. La phrase que vous allez avoir dans les crèches, c'est « il ne faut pas inquiéter les parents ». Parce que ce qui est important dans le monde de la petite enfance, c'est la réputation des lieux et éviter les procédures judiciaires des parents. S'il y a des problèmes à la crèche, personne n'en parlera aux parents. Ils vont masquer. Parfois, moi j'ai tendance à utiliser le terme de droit, c'est complice exécutant. Madeleine a refusé de jouer ce rôle de complice et de couvrir certaines de ses collègues. Avant de quitter l'entreprise, puis de donner naissance à son fils Charles, la jeune femme a pourtant essayé de changer les choses de l'intérieur. Oui, tes petits chaussons, ils sont trop beaux, je les ai pas achetés pour rien. Ouais, monsieur Gros-Pi. C'était en 2024, dans une crèche du groupe Babylou à Annecy. Madeleine consignait par écrit au fil des semaines les mauvais traitements infligés aux enfants par 2 puéricultrices. La professionnelle commence à lui crier dessus pour qu'elle arrête de pleurer. Je lui propose de prendre le relais. Elle refuse mais continue de s'énerver en donnant à manger au bébé. Elle soupire, râle, force le biberon pour qu'elle boive, geste brusque. Elles essayaient de forcer l'enfant à manger quand elle ne voulait pas. Elle disait aussi qu'elle sentait mauvais et qu'elle ne l'aimait pas. Et quand elle venait réclamer des câlins, elle faisait des grimaces de dégoût. Au bout d'une semaine, j'ai direct été dans le bureau pour dénoncer des choses. J'avais noté des choses. J'en avais discuté avec une collègue qui m'avait dit oui, je sais, mais j'ose pas en parler. Donc j'ai alerté ma direction qui me demandait si je voulais faire des attestations. Donc des attestations faites sur l'honneur avec noter l'article de loi, etc. Donc moi, j'ai dit oui. J'ai poussé des collègues à le faire qui l'ont aussi fait. Les 2 salariés mises en cause sont finalement sanctionnés. Madeleine croit alors qu'elles ont été licenciées définitivement. Mais à sa grande surprise, elles reviennent très rapidement à la crèche. Elles ont été mises à pied combien de temps? 2 jours. Donc c'est vraiment frustrant et toujours injuste de se dire que j'ai fait ça et que ces filles travaillent toujours et que elles peuvent recommencer à tout moment. La pénurie de personnel dans le secteur de la petite enfance est telle que même des employés sanctionnés réintègrent les effectifs. Interrogée, l'entreprise Babylou nous a confirmé dans un mail avoir conservé l'une des 2 salariées d'Annecy jusqu'à 9 mois après sa mise à pied, en affirmant l'avoir mise sous surveillance renforcée. La question du turnover incessant du personnel est un défi permanent dans l'univers des crèches. Signe du malaise, 10 000 postes sont actuellement non pourvus en France. Des difficultés qui n'épargnent pas d'autres pays en Europe où les systèmes privés sont très développés. Car en réalité, les dirigeants français de ces sociétés de crèches n'ont rien inventé. Ils copient scrupuleusement un modèle qui existe depuis plus de 50 ans
de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni. Au pays de Mary Poppins, il n'y a jamais eu de crèche publique. Tout est entièrement privé depuis la Seconde Guerre mondiale. Faire garder son enfant de moins de 3 ans coûte très cher, entre 1 200 et 2 500 € par mois. Les crèches privées lucratives pèsent pour près de 7 milliards d'euros dans l'économie anglaise. Ici aussi, depuis le début des années 2010, elles sont devenues l'un des placements favoris des fonds d'investissement, comme l'expliquent les récents travaux de 2 universitaires britanniques. Le capital investissement aime les entreprises qui génèrent des revenus stables. Par exemple, tous les parents qui ont de jeunes enfants ont besoin de services de garde. Ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Lorsque la base de revenus est stable et prévisible, le capital investissement adore ce type de secteur, car les gens n'ont pas beaucoup le choix, et il est donc possible de leur facturer des frais très élevés. Car la logique principale du capital investissement, c'est de maximiser les profits. Le Royaume-Uni est en effet le premier pays où les fonds d'investissement se sont lancés dans une politique massive d'achat de crèches. À l'image de Busy Bees, le leader du secteur, propriété du fonds de pension des enseignants de l'Ontario. Des professeurs canadiens qui comptent sur les bébés anglais pour payer leur retraite en quelque sorte. Une fois, quelqu'un m'a dit « N'aie jamais honte de gagner de l'argent ». Cela a toujours été difficile à accepter dans le monde de la petite enfance. Mais il avait absolument raison. Cela signifie que les plus grandes entreprises rachètent des sociétés ou des chaînes plus petites. Nous avons assisté à une consolidation. Plutôt que d'avoir de nombreux prestataires locaux indépendants, plus attentifs aux besoins et aux situations locales, nous voyons apparaître de grands conglomérats qui fournissent la même formule de garde d'enfants standardisée, quel que soit le contexte. Acheté en 2013 pour 200 millions d'euros, Busy Bees vaudrait aujourd'hui, en cas de revente, plus de 3 milliards d'euros, avec près d'1 millier de crèches à son actif. Une jolie plus-value. Plus l'entreprise grossit, plus on peut imaginer la revendre cher. C'est la magie de la croissance par consolidation. Cette stratégie et ses profits potentiels attirent des hommes d'affaires aux méthodes pour le moins discutables. J'investis depuis peu dans le secteur de la petite enfance, c'est-à-dire les crèches, tout simplement. Jonathan Jay s'est fait connaître au Royaume-Uni en achetant pour quelques livres sterling des entreprises en difficulté. Influenceur charismatique pour les uns, gourou pour les autres, il prodigue des conseils sur Internet pour faire fortune. En juin 2019, il se lance lui aussi dans le secteur des crèches, avec sa marque Welcome Nurseries. L'histoire incarne à elle seule ce Far West qu'est devenu le secteur de la petite enfance au Royaume-Uni. À l'image des grands groupes, Jonathan Jay se met à racheter des établissements familiaux dans tout le pays. Il cible notamment des villes isolées de la campagne anglaise. Marie est l'une de ses propriétaires qui a accepté de vendre son entreprise à Jonathan Jay. Elle a choisi l'anonymat de peur qu'il ne la poursuive en justice. Elle affirme que dans le passé, le magnat des affaires l'aurait plusieurs fois menacée si elle racontait son histoire. Nous accueillions environ 150 enfants. Nous avions une excellente réputation, une très très bonne réputation. À un moment, nous avons eu des problèmes personnels. C'était dur, difficile. C'était dévorant.
C'est à ce moment-là que Wellcome nous a envoyé une lettre disant « Si vous envisagez de vendre votre entreprise, appelez-nous ». Jonathan était le financier. C'est grâce à lui que l'entreprise pourrait se développer, qu'ils avaient les moyens d'investir autant pour offrir les meilleures prestations aux enfants et la meilleure formation au personnel. Tout semblait donc merveilleux. Cela semblait être un véritable atout pour la vente de notre crèche. Clinton Lee est l'un des premiers à remarquer les investissements de Jonathan Jay dans le secteur de la petite enfance. Ce consultant financier londonien, spécialisé dans les fusions-acquisitions, a déjà eu maille à partir avec l'homme d'affaires par le passé. Il a enquêté sur ses méthodes, son sens de l'esbrouf. Il pressent la catastrophe à venir pour des milliers de familles et d'enfants et décide alors d'alerter ceux qui, pour leur malheur, sont tombés sous le charme. Ce qu'il faisait, c'est qu'il persuadait les propriétaires de crèches de lui céder leur structure, mais sans leur verser d'argent. Vous me vendez donc une crèche, j'en prends le contrôle à 100% aujourd'hui, d'accord, mais je vous paierai plus tard. Et parce qu'il est très persuasif, qu'il est un bon commercial, il a pu convaincre les gens. Écoutez, votre crèche vaut 200 000 livres. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour moi. Je suis millionnaire. J'ai une maison très chère ici, j'en possède une autre là, et cette propriété aussi. Pour moi, 200 000 livres, ce n'est rien. Quand j'ai vu cela se produire, je me suis senti très mal à l'aise dès le début. J'ai publié de nombreux messages sur LinkedIn. J'étais assez frustré que les gens ne fassent pas un peu plus de recherches sur lui. En seulement 2 ans, Jonathan Jay et son équipe vont convaincre 48 propriétaires de céder la gestion de leurs établissements, faisant alors de Wellcome Nurseries la 4e plus grande entreprise de crèche au Royaume-Uni. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils sont arrivés, ils ont dépouillé les crèches qui marchaient très très bien. Ils ont pris tout l'argent et ils ont réduit les prestations proposées aux enfants. Et je pense que tout cela a été calculé. Je pense que tout était prévu, planifié à l'avance. Cela ne fonctionnait pas. Les crèches qu'il achetait perdaient de l'argent. Il n'arrivait pas à honorer les loyers, il avait du mal à payer les salaires, il n'allait pas pouvoir construire le groupe de crèches numéro 1 au Royaume-Uni. Ça a été un choc immense de se dire, surtout dans le cas de notre crèche, et je suis sûre que c'est la même chose pour beaucoup d'autres, comment il avait pu prendre une entreprise qui fonctionnait si bien et la réduire littéralement à néant l'espace de 12 mois. En moins de 2 ans, l'entreprise cumule près de 4,5 millions d'euros de dettes. Les propriétaires de crèches qui avaient cédé leur établissement n'ont jamais été payés. Jonathan Jay, lui, quitte l'entreprise in extremis avant la faillite. Et il n'a jamais eu à rendre de compte dans ce dossier. Toutes les crèches du groupe baissent le rideau. Du jour au lendemain, 5000 familles se retrouvent brutalement sans solution de garde. À Enderby, dans la banlieue de Leicester, 2 ans après sa fermeture, la crèche Smarties est devenue un symbole de cette faillite spectaculaire. Dans cette ambiance d'apocalypse, on retrouve même des documents compromettants que personne n'a jugé bon d'emporter ou de détruire. Ils racontent une longue suite de défaillances commises par les équipes. Un enfant s'est échappé du jardin. Il a été retrouvé près de la route à l'entrée. Aucun des parents n'a été informé. Un jeune enfant a été enfermé dans les toilettes, intentionnellement ou par erreur.
Jonathan Jay a refusé de répondre à nos questions. L'essentiel des faillites des 48 crèches du groupe se situe dans des quartiers déshérités du nord de l'Angleterre. Beaucoup de gens ont été touchés. Le personnel, les parents, les enfants. Il y a des milliers de victimes. Au total, des milliers. Cet échec a eu un coût humain énorme. Devant ce décor de désolation, une question demeure. Où est passé l'argent public investi chaque année par le gouvernement britannique pour subventionner ces entreprises de crèches privées? Plusieurs milliards de livres sont investis dans le secteur. En fait, c'est l'un des secteurs les plus subventionnés en Europe. Nous avons voulu savoir si ces compagnies étaient transparentes et rendaient des comptes pour tout l'argent public qu'elles reçoivent. Les citoyens ont le droit de comprendre si cela finance vraiment des services de qualité pour nos enfants. La même question se pose d'ailleurs un peu partout en Europe, y compris en France. En 2024, un député a décidé de faire le ménage dans le secteur des crèches privées et obtenu la création d'une commission d'enquête parlementaire. Le paradoxe de tout ça, c'est qu'on privatise, mais grâce à des subventions qui fait qu'au final, ça coûte très cher à l'État, ça coûte très cher aux finances publiques. Il me reste à vous rappeler, messieurs, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite, madame, monsieur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Pour la première fois depuis 20 ans, les dirigeants des 4 plus grands groupes français de crèches privées doivent rendre des comptes.